Nous allons commencer aujourd'hui le dernier chapitre de l'année en classe préparatoire, le chapitre sur les variables aléatoires. Alors c'est un chapitre que vous avez déjà un peu abordé en terminale, mais l'esprit global du chapitre n'a pas été abordé en terminale. Donc je voudrais absolument commencer ce cours par déjà voir ce qu'on a accompli dans le cours précédent, faire le bilan de ce qu'on a accompli. Là, vous avez dû traiter quand même maintenant pas mal d'exercices et vous commencez à avoir peut-être un peu plus de recul sur ce qui vous est demandé. Ce qu'on a accompli, c'est mettre en place un formalisme mathématique implacable pour pouvoir mesurer des événements d'une expérience aléatoire. Donc je vous rappelle qu'on observe une expérience aléatoire, hein. C'est une expérience qui est reproduite dans des conditions similaires, fournit a priori des résultats différents. Donc on considère une expérience aléatoire. Epsilon, et nous on a pour l'instant construit, grâce au formalisme défini par le mathématicien Kolmogorov, on a construit un modèle ensembliste. On voit qu'on a fait appel à énormément de propriétés de la théorie des ensembles. On a construit un modèle ensembliste pour, d'une part, définir des événements, et d'autre part, mesurer des événements. Donc là, c'est ce qu'on a accompli dans le chapitre précédent. Alors pas que, hein, je vais revenir aussi sur d'autres choses, mais pour l'instant, c'est les deux points sur lesquels je veux insister. On a considéré une expérience aléatoire. Ensemblistement, on a considéré les issues de cette expérience aléatoire. Donc c'est l'ensemble oméga, l'espace d'état, qui récolte tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire. Le fait de récolter justement toutes ces issues de notre expérience aléatoire dans l'espace d'état nous a permis de définir des événements qui sont toujours ensemblistement des sous-ensembles de oméga, donc des éléments de P de oméga. Donc ça, c'est le siège des événements. Et nous avons défini une mesure de ces événements, c'est-à-dire qu'on a défini ce que c'était qu'une probabilité sur oméga. On a défini le cadre de mesure d'une probabilité, donc une application qui est donc définie sur P de oméga à valeur dans 0,1, qui vérifie les deux propriétés essentielles des probabilités, les deux axiomes des probabilités, à savoir que la probabilité de l'espace d'état est égale à 1 et que la probabilité de l'union de deux événements incompatibles, c'est la somme des probabilités de ces événements. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc on a défini une structure ensembliste pour mesurer les événements d'une expérience aléatoire. Alors on a aussi par ailleurs défini des conditionnements qui nous ont permis de mieux mesurer ces objets, mais ça j'y reviendrai. Là ce qui m'intéresse c'est juste le siège ensembliste et le formalisme ensembliste qu'on a défini dans le chapitre précédent. Maintenant précisons ce que l'on veut faire. Ce que l'on veut faire, c'est à partir de ce modèle ensembliste abstrait, construire des fonctions qui vont nous permettre de passer d'ensembles abstraits vers des ensembles concrets. Alors, pour nous, des ensembles concrets, ça sera avant tout des ensembles de nombres. L'ensemble des nombres réels, l'ensemble des nombres entiers, l'ensemble R2, ou même des espaces vectoriels, mais en tout cas des espaces concrets dans lesquels on va pouvoir mener des calculs. Donc il va falloir définir sur le modèle abstrait des applications qui vont nous permettre de transférer le modèle ensembliste vers un modèle plus concret. Et là, on va utiliser justement la notion de variable aléatoire, qui va être au cœur de ce qu'on va travailler ce matin. Variables aléatoires, qui vont être définies, ces variables aléatoires, bien sûr, on peut mettre un S parce qu'on en manipulera en général plusieurs, qui vont être définies sur l'espace d'état, qui vont être à valeur dans un ensemble E. Alors l'ensemble E, évidemment, a volonté à être moins abstrait que l'ensemble oméga qu'on est en train de manipuler. Puisque là, on passe d'un ensemble abstrait à un ensemble qui est a priori, je vais le mettre entre guillemets, évidemment, tout ça c'est
c'est pour l'instant encore un peu nébuleux, mais un ensemble plus concret. C'est-à-dire que, pour être honnête, les variables aléatoires que vous allez utiliser en classe préparatoire, en général, ce sont des variables aléatoires à valeur réelle, à valeur dans R2, à valeur complexe, à valeur, ou à valeur même dans Z. Ce seront des variables aléatoires définies sur des ensembles que l'on connaît mieux que des ensembles abstraits qui sont juste issus d'une expérience aléatoire. Donc l'objectif, c'est vraiment de transporter un modèle abstrait sur un modèle un petit peu plus concret, sur un modèle qui soit entièrement numérique. Donc ce que l'on veut faire, hein, je vais le dire pour l'instant en des termes un peu nébuleux, c'est-à-dire que je ne suis pas très précis, mais ce que j'essaie de vous transmettre ici, c'est un sentiment, et c'est important d'avoir une bonne vue de l'endroit où on veut aller, puisque ça va quand même demander une certaine technicité, et il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'aspect technique des mathématiques, il faut parfois lever le nez pour savoir là où on veut aller. Hein. Donc transporter le modèle abstrait vers un modèle numérique. Donc voilà le programme et vers un modèle numérique, et évidemment définir des outils de mesure qui sont adaptés à des outils numériques. Des moyennes, des dispersions par rapport à la moyenne, vous voyez ce genre d'objet qui n'a de sens que numériquement. Donc pour définir une moyenne, il nous faut des nombres ou des vecteurs. Pour définir un écart à la moyenne, il nous faut une distance. Et une distance, on en a mis plutôt sur des espaces vectoriels que sur des ensembles type oméga, où on dit j'ai tiré l'as de pique ou le valet de carreau. Vous voyez. Donc il faut vraiment passer de ce modèle ensembliste abstrait à un modèle numérique où on va définir des outils de mesure. Donc l'endroit où je veux aller dans ce cours, c'est définir un modèle numérique avec des outils de mesure. Pour mesurer des moyennes, des écarts à la moyenne, comment on s'écarte de la moyenne, donc des outils statistiques qui permettent d'avoir, on va dire, un regard un petit peu plus objectif sur les phénomènes aléatoires qu'on va mesurer. Voilà. Donc ça, c'est la direction dans laquelle je veux aller. Pour ça, il va falloir faire preuve d'une certaine technicité. On va remanipuler des ensembles, bien sûr, puisque si on veut construire un modèle qui passe d'ensemble à une partie numérique, il va falloir remettre un peu les mains dans le cambouis, reparler d'ensemble. Vous allez voir qu'on va être amené à reparler de formalisme de début d'année sur les images directes, les images réciproques, bon, qui ne nous ont pas quittés, puisque c'était quand même nos amis dans les espaces vectoriels. Et bien là, on va faire le même genre de choses, mais dans la théorie des probabilités. Vous voyez qu'il y a une constante en mathématiques, c'est définir des applications, des objets qui nous permettent de passer de modèles abstraits vers des modèles plus concrets. Donc évidemment, là on est dans l'abstraction totale des mathématiques, puisque pour créer des ponts entre des objets abstraits et des objets concrets, on est aussi dans l'abstraction, c'est-à-dire comment imaginer des objets mathématiques qui vont nous permettre de nous ramener à des calculs un peu plus numériques qu'on peut éventuellement faire avec un ordinateur. Donc, entrons maintenant dans le détail des définitions. Hein. On va aborder dans ce premier paragraphe la notion de variable aléatoire, et on va déjà commencer par formaliser quelques définitions et des notations qui vont être axées sur ce que l'on veut mesurer. On va voir ce qui va nous intéresser pour l'objet et ce qui ne va pas nous intéresser. Bon, déjà la définition d'une variable aléatoire, hein, il faut commencer par là. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, la définition, le mot variable aléatoire est évidemment un mot ici qui va être mal choisi, mais c'est du vocabulaire qui est hérité des mathématiciens du XVIIe siècle, qui n'a pas été modifié depuis. On a gardé, on va dire, la genèse historique du vocabulaire, le vocabulaire qu'on utilisait à l'époque. Donc le mot variable est évidemment mal choisi, puisque quand vous regardez dans le détail ce que je dis dans la définition, c'est qu'une variable aléatoire, c'est une fonction. Alors c'est une fonction qui est définie sur l'univers de notre expérience aléatoire, donc c'est une fonction
aléatoire, une fonction de l'aléa, une fonction qui varie en fonction des expériences aléatoires. Donc dans le détail, si on se donne une application, un espace probabilisé fini, oméga p, hein, qui est ce qu'on a étudié dans la première partie du cours, on va appeler variable aléatoire toute application définie sur oméga. Voilà. Une variable aléatoire, c'est une fonction de l'aléa, c'est une fonction qui est définie sur l'ensemble des issues de notre expérience aléatoire. Alors, plus particulièrement, puisque je ne vais pas vous cacher qu'on va travailler plus particulièrement avec des variables aléatoires réelles, donc on appelle variable aléatoire réelle, toute application donc définie sur l'espace d'état, oméga, et à valeur dans R. Donc, une variable aléatoire est une fonction. Est une fonction qui est définie sur l'espace d'état. Donc, le terme le plus approprié aurait été fonction aléatoire ou fonction de l'aléa. Ça me semble un vocabulaire un peu plus adapté pour parler de variables aléatoires, mais on ne parlera que de variables aléatoires, puisque, comme je vous l'explique, c'est le vocabulaire historique du XVIIe siècle qu'on a conservé encore maintenant, mais il faut bien faire attention à ce qu'on manipule. Ce qu'on manipule, c'est bel et bien une fonction. Donc je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, je vais considérer deux expériences aléatoires et je vais définir des variables aléatoires sur ces espaces probabilisés. Donc je vais considérer comme première expérience, on lance 100 fois une pièce de monnaie, et une deuxième expérience qui est on lance 6 dés à face, 6 dés à 6 faces, alors 6 dés évidemment équilibrés. C'est des dés, je crois que les dés c'est masculin, c'est les dés qui sont équilibrés et c'est pas les faces, donc on va enlever le E. Voilà. Bon, alors si on modélise cette expérience aléatoire, il y a une modélisation à faire. Par exemple, ici, ma pièce de monnaie, elle a deux faces, pile et face. Donc, on peut modéliser l'espace d'état de mon expérience aléatoire par oméga 1 va être égal à l'ensemble pile face à la puissance 100. Donc là, c'est un espace abstrait qui est formé de 100 uplets dont les éléments sont constitués par grand F et grand P. Grand F symbolisant pile et grand P symbolisant face. Donc ça, voilà un ensemble abstrait, voilà un espace d'état abstrait. On lance 6 dés à 6 faces équilibrées. Donc là, devant les insuffisances quelque part de ce que je raconte ici, je vais préciser un petit peu le protocole expérimental. Donc là, encore une fois, je vais choisir de distinguer les dés par leur couleur ou en les numérotant. Donc je m'adapte aux insuffisances du modèle, et ça sera quelque chose qui sera très important pour vous. Vous avez déjà pu constater dans les exercices que vous avez travaillé qu'on ne précise quasiment jamais ni les événements, et on est plutôt vague sur le protocole expérimental, notamment quand il faut décerner ou pas. Moi, je distingue toujours. On distingue les dés. Alors, je vais dire en les numérotant. Il va y avoir un dé numéro 1, un dé numéro 2, un dé numéro 3, jusqu'au dé numéro 6. Et par conséquent, ça va me permettre d'avoir un espace d'état. Alors cet espace d'état, ça va être l'espace oméga 2 qui va être égal à. Alors je vais déjà faire quelque part, je vais déjà utiliser une variable aléatoire, parce que normalement, si je regarde le résultat de mon expérience aléatoire, je devrais mettre les faces des dés, comme j'ai pu faire dans ma fiche de TD, vous avez dû voir. Donc là, je vais déjà en faire une interprétation en disant c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je suis en train d'identifier à la face du dé le numéro qu'elle porte, le tout exposant 6. Donc là, j'ai précisé mon protocole expérimental. Alors, qu'est-ce que ce serait, par exemple, une variable aléatoire par rapport à la première expérience aléatoire? Je pourrais définir une application grand X, donc qui est définie sur oméga 1, je vais dire à valeur dans R, qui a une issue de cette expérience aléatoire, me définit ce que j'appelle x oméga, qui est par exemple le nombre de piles obtenues. Nombre de piles obtenues lors de ces 100 lancers. Je peux définir une variable aléatoire, donc je vais l'appeler x1 celle-là. Je peux définir une variable aléatoire x1, toujours définie sur oméga à valeur dans R, qui a oméga à ceci, donc ce que je vais appeler x2 de oméga, qui est le nombre de séquences où j'obtiens
trois résultats consécutifs identiques. Nombre de séquences où l'on a trois résultats consécutifs identiques. Donc vous voyez ce que j'appelle une fonction de l'aléa, c'est une fonction qui est définie consécutif identique. C'est une fonction qui est donc définie sur l'univers de notre expérience aléatoire, qui est un ensemble qui peut être assez abstrait. À valeur dans l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire qu'il va mesurer quelque chose de précis. Donc ici, ben voilà, le nombre de séquences identiques, le nombre de piles. Si je prends la variable, la deuxième expérience aléatoire, ben je pourrais définir la variable aléatoire y qui est définie sur oméga 2 à valeur dans R, qui a une issue de l'expérience aléatoire définie y de oméga, qui est par exemple la somme des résultats. La somme des résultats obtenus. Qui au passage peut être définie sur d'autres espaces d'état. On peut considérer des combinaisons de D si je ne les numérode pas, et je peux définir la variable aléatoire sur cet autre espace d'état. Donc on voit ce qu'on appelle une fonction de l'aléa, c'est une fonction qui va être définie sur l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire, et qui a une issue de cette expérience aléatoire, va nous retourner un nombre, un vecteur, un nombre complexe. Tout dépend évidemment de ce qu'on voudra mesurer. Hein. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très particulier, c'est un type de fonction très particulier, fonction de l'aléa, puisque définie sur l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Un certain nombre de questions vont se poser par rapport à la définition qu'on vient de donner. Hein. Je vous rappelle donc une variable aléatoire, c'est une fonction qui est définie sur l'espace d'état, et ici pour l'instant je vais prendre des variables aléatoires à valeur réelle. Donc c'est une fonction qui a valeur réelle, une fonction numérique. Donc les questions qui se posent, c'est qu'est-ce qui va nous intéresser sur l'étude de cette fonction? Puisque nous, on a déjà quand même manipulé depuis le début de l'année énormément de fonctions. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors, les questions habituelles qu'on se pose, comme par exemple, est-ce que c'est une fonction continue? Donc une fonction de continuité, des conditions de dérivabilité. Est-ce que ça va nous intéresser ici? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Les questions traditionnelles, les phénomènes locaux et ce genre de choses. Alors la réponse est catégorique. C'est non, non, non. 3 fois non. Non, non, non. Et d'ailleurs, ces questions n'ont strictement aucun sens. Donc c'est quand même une des raisons principales. Mais ce n'est pas la seule. Déjà, car ces notions n'ont pas de sens. Ces notions n'ont pas de sens pour les variables aléatoires qu'on va étudier. Non, pas de sens. Alors pourquoi je vous dis que ça n'a pas de sens? Je vous rappelle que quand on a étudié des fonctions numériques et qu'on a parlé de continuité et de dérivabilité, on travaillait avec des fonctions qui étaient définies sur un intervalle de R. Or là, ces fonctions, elles sont définies déjà sur un ensemble abstrait, mais en plus qui est un ensemble fini. Donc on ne parlera pas de continuité et de dérivabilité sur un ensemble fini. Ces notions-là, on ne peut même pas les définir. Donc ces notions n'ont pas de sens puisque a priori, oméga est un ensemble fini, la plupart du temps pas numérique, est un ensemble fini, souvent non numérique, hein, ça sera le cas, des fois il sera numérique, mais souvent non numérique, et ces notions n'ont pas de sens. Donc nous, on a appris à étudier la continuité et la dérivabilité sur des intervalles de R, et ici, oméga n'est donc pas un intervalle de R. N'est pas un intervalle de R. Donc ces questions, elles n'ont strictement aucun sens. Donc ça ne va pas nous intéresser. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser sur ces fonctions, c'est pas tout à fait l'aspect fonctionnel au sens variation qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de répétitions des valeurs de x. Ça va nous intéresser. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le nombre de répétitions des valeurs de x. Puisque c'est une fonction de l'aléa, eh bien, quand on a une expérience aléatoire qu'on reproduit un certain nombre de fois,
les valeurs qui sont prises par x et le nombre de fois qu'elle prend ces valeurs quand on répète cette expérience aléatoire, ça c'est quelque chose qui va nous intéresser. Donc le nombre de répétitions des valeurs de x, ça va être quelque chose de très intéressant. Et plus exactement, les valeurs de x. Quel genre de valeur prend cette fonction? Puisque je vous rappelle qu'avant de parler de nombre de répétitions de valeurs, connaître ces valeurs, c'est déjà intéressant, d'autant plus que comme oméga est un ensemble fini, je vous rappelle que x oméga sera également un ensemble fini, puisqu'il ne possède comme élément que comme les images des éléments d'un ensemble fini, donc il aura a priori moins d'éléments que oméga, au mieux autant d'éléments que oméga, si les issues sont différentes. Donc est aussi un ensemble fini. Donc on ne va pas du tout étudier ces fonctions-là sous une forme, on va dire, classique de l'analyse. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, je vous le répète, c'est de transporter la structure abstraite vers une notion un petit peu plus concrète. Donc il va nous intéresser de connaître ce qu'il y a dans l'ensemble X, quelles sont les valeurs qui sont prises par X, et on va voir que ça va nous obliger à revoir le formalisme des ensembles de début d'année, en l'occurrence les images directes, les images réciproques. Donc on va redéfinir tout ça calmement, et je vais faire pas mal de rappels là-dessus. Donnons maintenant les questions qui vont nous intéresser au plus haut point. Donc, après, ce qui ne nous intéresse pas trop, on a dit que ce qui nous intéressait, c'était le nombre de répétitions des valeurs de x. Et comme oméga était un ensemble fini, x de oméga l'était aussi, donc les valeurs de x, les répétitions des valeurs de x, ça sera forcément des répétitions sur un nombre fini. Donc, essayons maintenant de bien dégager ce qui nous intéresse. Les valeurs prises par x. Bon, on vient de dire qu'elles sont en nombre fini, ça nous intéresse. À quelle fréquence ces valeurs sont prises? C'est-à-dire que si je prends une valeur qui est prise par x, petit x, quels sont les oméga, quelles sont les issues pour lesquelles grand x va prendre cette valeur? Ou plus largement, quelles sont les fréquences ou la probabilité pour laquelle x de oméga est compris sur un intervalle, est plus grand que c, ou plus généralement appartient à un ensemble. Donc là, on voit que notre application x, c'est une application qui est donc définie sur un ensemble abstrait, donc un ensemble, l'ensemble, l'espace d'état que j'ai appelé oméga. Si c'est une variable aléatoire à valeur dans R, bon, elle va prendre quelques valeurs réelles. Imaginez qu'elle prenne ces valeurs-là, par exemple x0, x1, x2, je vais dire, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, vous voyez, c'est, étant donné qu'on sait qu'elle prend la valeur x2, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les issues de l'expérience aléatoire. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Ah, j'ai raté. J'ai mis x1. Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire qui vont donc s'envoyer sur le terme qui est ici. Donc vous voyez que notre application, elle prend un certain nombre de valeurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les issues qui vont nous conduire à ce que x prenne les valeurs données, et surtout, quelle en est leur mesure, quelle en est leur probabilité. Alors évidemment, tout ça, ça doit être évidemment précisé, mais pour l'instant, j'essaye de vous montrer ce qui va nous intéresser dans cette fonction. Donc par exemple, étant donné x1, ce qui va nous intéresser, ce sont les issues qui vont s'envoyer sur cette valeur de x1. C'est-à-dire si j'écris les choses de façon ensembliste, ça va être l'ensemble des issues de mon expérience aléatoire, donc des oméga appartenant à oméga, tel que x de oméga est égal à x1. Alors vous vous rappelez, ça c'est un ensemble qu'on a déjà manipulé, c'est l'ensemble des antécédents de x1 par l'application grand X. C'est ce qu'on avait appelé l'image réciproque de x1, donc surtout un singleton, parce que l'application x elle est clairement pas bijective. C'est donc l'ensemble des applications, l'ensemble des antécédents de x1 pour l'application x. Donc ça c'est ce qu'on aurait noté, on l'aurait noté de cette manière-là en début d'année. Eh bien dans le langage des probabilités, vous allez voir qu'on ne va pas utiliser les mêmes notations. Cet ensemble-là, on va plutôt le noter, et d'ailleurs je pense que la notation elle sera plus intuitive pour vous que cette notation-là. On va le noter grand X est égal à x1. On va le noter aussi avec des accolades comme ça, grand X est égal à x1. Donc cet ensemble-là, bon je vais préciser tout ça par la suite,
Cet ensemble-là va désigner l'ensemble des issues de mon expérience aléatoire pour lequel grand X prend la valeur X1. Ça va être l'ensemble des antécédents de X1. Et on va adapter tout le vocabulaire et toute la terminologie ensembliste au calcul de probabilité. Donc il y a un certain nombre d'ensembles qu'on avait notés par exemple au début d'année avec des images réciproques. Quand on travaille avec des probabilités, ces ensembles ils ne vont plus du tout se noter comme ça. Donc il va falloir définir ça proprement. Alors vous remarquez d'ailleurs que ces ensembles-là que je suis en train de définir, mais que je vais préciser, ce sont des sous-ensembles de oméga. Ça vous parle ça, hein, des sous-ensembles de oméga, ça représente quoi? Ça représente des événements. Donc ça veut dire que les événements, on va pouvoir les représenter de manière simple sur les valeurs qui sont prises par x, les intervalles, enfin lorsque x appartient à un intervalle, lorsque x appartient à un ensemble. Donc là, on va formaliser maintenant proprement les notations et le vocabulaire probabiliste qui sont associés aux variables aléatoires. Précisons ces notations probabilistes. Je vais me donner une variable aléatoire à valeur réelle et je vais me donner A un nombre réel. Donc l'ensemble des issues pour lequel x de oméga prend la valeur A, c'est ce qu'on avait noté en début d'année, l'ensemble des antécédents de l'élément A. On l'avait noté x-1 de oméga. x-1, rappelez-vous, c'était une image réciproque, hein, surtout pas l'application réciproque, je le répète, x n'est pas bijective. Eh bien en notation probabiliste, on va le noter, x est égal à A. Mais ça, la signification de ça, c'est l'ensemble des issues pour lequel x prend la valeur A. Donc si par exemple on veut traduire de manière ensembliste, alors là je vais écrire la notation probabiliste en premier, je vais varier un peu, je vais dire par exemple x supérieur ou égal à A, ça c'est quoi? Eh bien comme la variable aléatoire est à valeur réelle, en notation ensembliste, ça serait l'image réciproque de l'ensemble. Alors quel ensemble? Eh bien l'ensemble A plus l'infini. Donc voilà la notation ensembliste associée. Et la signification de l'objet, c'est l'ensemble des oméga appartenant à l'espace d'état, tel que x de oméga est supérieur ou égal à A. Voilà ce que je peux dire. Si maintenant je donne en premier la notation ensembliste, qu'est-ce que c'est que x-1 de l'intervalle AB, où A et B sont des nombres réels ordonnés? Eh bien ça, en notation probabiliste, ça va se noter x appartient à l'intervalle AB. Ça peut se noter comme ça en notation probabiliste. Mais en notation probabiliste, ça se notera aussi A est compris entre x et B. Voilà, c'est des notations qui sont relativement intuitives. Par contre, la signification, ça va être quoi? La signification, c'est l'ensemble des issues pour lequel x de oméga est compris entre A et B. Donc vous voyez que c'est assez proche de la signification de l'objet, sauf qu'on fait disparaître l'issue de la variable aléatoire, elle est souterraine. Ça, c'est l'ensemble des issues pour lequel x est compris entre A et B. Alors, celle qui me semble la plus importante, parce que c'est probablement la notation qu'on va le plus utiliser en probabilité, donc là, je vais partir de la définition. C'est l'ensemble des issues pour lequel x de oméga appartient à un ensemble, à un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée de x. Donc ça, c'est ce qu'on avait noté en notation ensembliste x-1 de l'ensemble A, c'est-à-dire l'ensemble des antécédents des éléments de A. Et en probabilité, en théorie des probabilités, ça va se noter x appartenant à A. Donc vous avez des notations probabilistes, très intuitives je trouve, très faciles à comprendre, mais ne perdons pas de vue leur signification. Leur signification, c'est ça, et leur signification, elle nous raconte quelque chose de très important qu'on va justement surdévelopper par la suite. Ces objets-là sont des sous-ensembles de oméga. Ces objets-là sont par définition des sous-ensembles de oméga, qui sont notés de manière particulière parce qu'on fait des mesures particulières, mais ce sont avant tout des sous-ensembles de oméga. Tiens, les sous-ensembles de oméga, c'est quoi? Ce sont des éléments qui appartiennent aux parties de oméga, c'est-à-dire des sous-ensembles de oméga. Et bien ce sont donc, par rapport à notre expérience, ce sont des événements associés à notre expérience aléatoire. Donc
ça va être une nouvelle manière de formaliser les événements. Donc ce sont des événements qui sont associés à notre expérience aléatoire. Donc on définit, grâce à une variable aléatoire, un certain nombre d'événements, les événements qui nous intéressent, c'est-à-dire ce que mesure cette variable aléatoire, quel genre de valeur elle prend, avec quelle fréquence elle les prend, quand est-ce qu'elle arrive dans tel ensemble, quand est-ce qu'elle appartient à tel intervalle. Et ces notations-là vont définir des événements naturels de notre expérience aléatoire. Par exemple, quand je jette 2 dés, moi, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple toutes les issues qui vont me permettre d'obtenir comme résultat 7, comme résultat 5, comme résultat 3. Ça correspond donc à un événement de notre expérience aléatoire. Regardons justement à quoi peut servir ce formalisme pour définir des événements qui ne sont pas nécessairement très simples. Donc là, je vais prendre un exemple, l'exemple du PDF que je vous ai transmis, où je considère une expérience aléatoire, où je lance n fois un dé à 6 faces et je note successivement les résultats de ces expériences aléatoires. Et ce qui va m'intéresser dans ce lancer, c'est les événements suivants que je vais chercher à formaliser. Tous les lancers sont pairs, ou il existe un lancer impair, ou la somme des dés est supérieure ou égale à 2n. Et c'est ce genre d'événement qui va m'intéresser et que je vais essayer de formaliser justement proprement. Donc c'est parti, et on va voir qu'il y a plusieurs façons de les formaliser, et on va voir que ça restera toujours quelque chose d'extrêmement intuitif, avec toujours la volonté de se ramener dans un ensemble sur lequel ce qu'on observe est plus facile à manipuler. Donc je vais vous formaliser plus de choses que ce qui est dans mon cours d'ailleurs, on va s'amuser un peu. Donc on lance n fois un dé à 6 faces. Donc ça veut dire qu'il y a un timing dans les lancers. Il y a le premier lancer, le deuxième lancer, le troisième lancer. Je vais commencer déjà par considérer des variables aléatoires xi, puisque ce qui m'intéresse c'est la parité. Ma variable aléatoire xi, elle va prendre 2 valeurs. C'est-à-dire que xi, elle est évidemment définie sur l'espace d'état. Elle est à valeur dans, alors on va même pouvoir dire, elle est à valeur dans l'ensemble 0,1. Et je vais dire simplement que xi de oméga, ça correspond à quoi? Alors c'est une projection sur le ième lancé. Cette valeur-là va prendre la valeur 1 si xi de oméga est pair, c'est-à-dire si le résultat du ième lancé est pair. Pas que je l'écrive comme ça, c'est pas bien. Donc je vais dire que cette variable aléatoire xi de oméga, elle vaut 1 si le ième lancé est pair, et elle vaut 0 si le ième lancé est impair. Donc 0 si le ième lancé de mon dé est impair. Et je vais dire elle vaut 1 sinon. Je vais définir cette variable aléatoire là. Donc qui dit pair, impair. Alors en fait c'est une indicatrice sur la parité, hein, vous voyez. Et si je veux formaliser que tous les lancers sont pairs, ça ne va pas être très compliqué. Parce que tous les lancers sont pairs, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'à chaque lancer, je vais récupérer la valeur 1. Je ne dois jamais récupérer 0. Donc finalement, pour récupérer ma variable aléatoire, je vais pouvoir dire simplement que cet événement, c'est que le produit x1, etc., x2 jusqu'à xn est égal à 1. Ça me garantit que tous les lancers sont pairs, puisque s'il existait un lancer impair, alors nécessairement le produit serait égal à 0. Et d'ailleurs on voit qu'il existe un lancer impair. Je peux le formaliser en disant que le produit de toutes ces variables aléatoires est égal à 0. Donc on voit qu'on peut formaliser des événements qui ne sont pas si faciles à formaliser par des égalités. Des égalités toutes bêtes. Alors, je peux un peu modifier les choses. Si je vais plutôt à yi attribuer la valeur suivante. Je vais dire que à mon issue de mon expérience aléatoire, yi de oméga, c'est le numéro de la face obtenue. Donc imaginez que je définisse ça comme le numéro de la face obtenue.
mais attention, obtenu au IM lancé, puisque je l'indice par I. Donc déjà, ma variable aléatoire ici, elle a la valeur dans un 6, puisque à une issue, elle associe la valeur de la face au lancé, il n'y a que 6 faces possibles pour mon expérience aléatoire. Est-ce que je peux définir, grâce aux variables aléatoires Y, est-ce que je peux redéfinir également les événements A et B? Alors oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je vais les écrire de façon très intuitive, vous allez voir. Moi, ce que je veux, c'est qu'à tous les lancers, je récupère un entier pair. Un entier pair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que YI est congru à 0 modulo 2. Donc mon événement, je vais le définir comme ça. Et je veux que tous les lancers soient pairs. Ça veut dire que je veux que ça marche pour le premier, pour le deuxième, pour le nème. Je vais donc dire que c'est l'intersection pour i est compris entre 1 et n des yi congrus à 0 modulo 2. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi ça par rapport aux notations qu'on a prises ici? Là, on est dans la notation probabiliste. Ça serait quoi la signification de cette notation probabiliste? Je vous le donne tout de suite. La signification de cette notation probabiliste, ça va être quoi? Ça va être yi congru à 0 modulo 2 signifie en notation ensembliste, je vais mettre en vert pour garder le même code que dans la feuille précédente, c'est donc l'ensemble des issues de mon expérience aléatoire, donc les éléments de l'espace d'état oméga, tels que yi de oméga, donc yi de oméga c'est un nombre, est congru à 0 modulo 2. Ou si vous voulez écrire votre ensemble de manière peut-être un peu plus descriptive en français ici, c'est l'ensemble des oméga appartient à l'espace d'état, tel que yi de oméga est pair. C'est une autre façon d'écrire les choses. Comme je veux que tous les lancers soient pairs, cela se traduit par une intersection. Si je respecte, alors il faut remettre les crochets puisqu'il s'agit d'un événement, donc les crochets sont là, j'ai rien dit. Si je considère maintenant l'ensemble B, alors l'ensemble B c'était il y a au moins un lancer impair, c'est-à-dire qu'il existe au moins un lancer impair. Cette fois-ci, ça va être une réunion. C'est l'union pour i variant de 1 à n des yi congru à 1 modulo 2. Avec pour la définition de cet événement, une définition complètement analogue. Donc vous voyez que selon ce que vous mesurez, il y a plusieurs façons d'écrire les événements associés à cette expérience aléatoire. Et il y a plusieurs façons de les construire en fonction de ce que je mesure. Alors par exemple, l'événement C, la somme des faces est supérieure à 2n. Alors, je ne peux pas définir ça facilement avec les variables aléatoires ici, mais avec la variable aléatoire qui me donne les faces, ça paraît assez facile. Je peux déjà définir une variable aléatoire S qui est définie comme y1 plus etc. plus yn. Donc là, je viens de définir une autre variable aléatoire. Cette fonction, elle est bien définie sur oméga, et elle va me donner quoi? Elle va me donner la somme de toutes les faces. Donc ça me donne la somme de toutes les faces, qui est une autre variable aléatoire. Somme des faces obtenues. Évidemment, lors des n lancés. Si je veux le produit des faces, je remplace les sommes par des produits. Et par exemple, l'événement C, ça serait quoi si je l'écris justement avec ma variable aléatoire? Eh bien, ça serait simplement de dire que S est supérieur ou égal à 2n. Et ça, si j'écris la signification ensembliste de cette notation probabiliste, c'est l'ensemble des issues de mon expérience aléatoire pour lequel S de oméga est supérieur ou égal à 2n, que je peux encore détailler en disant c'est l'ensemble des issues de mon expérience aléatoire, telles que y1 de oméga plus etc. plus yn de oméga est supérieur ou égal à 2n. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui va probablement beaucoup vous plaire, parce que c'est, je trouve, plus intuitif que ces notions ensemblistes, ces définitions ensemblistes qu'on avait définies en début d'année. Mais je vous ai dit, toutes les notations viennent de l'histoire, et dans l'histoire, on avait écrit certaines notations d'une certaine façon. Là, je trouve que si la dénomination variable aléatoire est maladroite, les notations ensemblistes qu'on va utiliser sont terriblement intuitives et terriblement faciles à manipuler. L'élément essentiel du cours sur les variables aléatoires,
c'est de définir une probabilité sur mesure associée à cette variable aléatoire. Donc si je me donne une variable aléatoire à valeur réelle, donc on a vu que oméga, elle était définie sur un espace probabilisé fini, donc l'ensemble des issues possibles, l'espace d'état est un ensemble fini. Donc l'ensemble des valeurs prises par x est un ensemble fini. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les fréquences d'apparition des valeurs de x. Donc voilà le schéma associé. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de fois que la valeur x est prise par la variable aléatoire lorsqu'on l'applique à une issue de notre espace d'état. Donc ça va nous permettre de formaliser, on va formaliser une probabilité dépendant de la variable aléatoire x. Alors pour ça, quelques éléments. Premier élément, si je me donne un espace probabilisé fini et une variable aléatoire sur oméga, il y a un élément qui va être très important, c'est l'ensemble des valeurs prises par x. C'est ce qu'on appelle le support de x. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra évidemment, lorsqu'on étudie une variable aléatoire, chercher en priorité. Je vous ferai un point méthode, vous allez voir que c'est la première chose que vous allez regarder. Une fois qu'on a ce support, on va définir une probabilité où le support va devenir le nouvel espace d'état. Puisque vous avez vu que la probabilité Px que je définis, elle est définie sur les parties de x de oméga, c'est-à-dire sur les sous-ensembles des images prises par la variable aléatoire x sur les sous-ensembles du support. Donc là, on voit qu'on est en train de transférer le modèle abstrait sur un modèle ensembliste, puisque les probabilités qu'on étudie, nous, ce sont des probabilités qui sont définies sur oméga, et les événements sont des éléments de P de oméga. Là, on définit une probabilité qui colle sur mesure à x, qui est définie sur un nouvel espace d'état. Le nouvel espace d'état de cette probabilité, c'est x de oméga, c'est le support de cette variable aléatoire. Alors, la définition de cette probabilité, c'est que la probabilité, la loi de x, la probabilité de l'événement A, donc par rapport à x, c'est la probabilité que x appartient à A. Donc évidemment, ce qu'il va falloir démontrer, et ça va être un point essentiel, il va effectivement falloir démontrer que en définissant Px de cette façon, on définit une probabilité. Alors attention, cette probabilité, je vais l'indiquer proprement, c'est une probabilité sur x de oméga. C'est-à-dire que là, on a débuté notre transfert de structure du modèle abstrait vers le modèle concret. Donc on définit une probabilité sur x de oméga, probabilité qui colle au plus près à notre variable aléatoire. Alors démontrons le fait que Px est une probabilité sur x de oméga. On va se lancer dans la démonstration. Ça va nous permettre de revoir la définition d'une probabilité. Donc là, on va reprendre l'ensemble point par point. Donc déjà, l'application, il faut déjà justifier qu'elle est bien définie sur l'ensemble Px de oméga. Donc l'application Px, donc je demande à ce qu'elle doit définir sur l'ensemble des parties du support de ma variable aléatoire, qui est un ensemble fini. Donc je dis à l'ensemble A, on associe donc ce qu'on appelle Px de A. Donc ça pour l'instant c'est juste une notation. Ce qu'on doit valider, c'est la définition. On dit que c'est la probabilité que x appartienne à A. Donc il faut regarder ce que c'est que cet ensemble-là pour voir si on peut l'appliquer à P et ce qui en résulte. Alors x appartient à A, grand X pardon, appartient à A. Ceci par définition, c'est l'ensemble des éléments de oméga, tels que x de oméga appartient à A. C'est donc par définition un ensemble qui est constitué par des éléments de oméga. Cet ensemble-là, il est inclus dans oméga. Cet ensemble-là appartient donc aux parties de oméga. Donc appliquer P à un événement associé à l'expérience aléatoire d'espace d'état oméga, c'est évidemment parfaitement possible. Donc, on vient déjà de prouver que cette définition, elle a du corps, elle est licite, puisqu'on applique bien P, la probabilité de notre espace probabilisé à un événement attaché à notre expérience aléatoire. De plus, ce qu'on obtient par ce biais, c'est que la probabilité de cet événement est bien un élément de 0,1, puisque P est une probabilité. Donc là, évidemment, dans cette démonstration, on va utiliser sans arrêt le fait que P est une probabilité,
puisqu'on est en train de transférer le modèle abstrait sur un modèle concret à travers la probabilité P. Donc là, on s'attend dans la démonstration à utiliser systématiquement que l'application P est une probabilité sur oméga. Deuxième point à vérifier, on doit calculer Px de notre nouvel espace d'état x de oméga. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On applique déjà la définition, comme d'habitude. C'est la probabilité que x appartient à x de oméga. Alors on va regarder ce que ça signifie, ceci. Pour l'instant, on n'est encore pas habitué aux notations, donc il faut s'efforcer de traduire les définitions au maximum. Ceci, c'est l'ensemble des oméga appartenant à l'univers, tel que x de oméga appartient à grand X de oméga. Mais cette propriété-là, elle est toujours réalisée, puisque x est une application qui est définie sur oméga à valeur dans x de oméga, puisque ça, c'est l'ensemble des valeurs de x sur l'ensemble oméga. Donc cet ensemble, comme cette propriété est toujours vérifiée, cet ensemble, c'est exactement l'espace d'état. Moralité, la probabilité qui est là, c'est la probabilité de oméga. Or, comme P est une probabilité sur oméga, cette probabilité-là, elle vaut 1. Donc on a bien le deuxième point qui dit que la probabilité de l'espace d'état, du nouvel espace d'état, est bien égale à 1. Pour le troisième point, on va se donner donc deux sous-ensembles A et B de x de oméga, ou si vous préférez, deux parties de x de oméga, qu'on va supposer des événements incompatibles, donc tels que l'intersection entre A et B est égale à l'ensemble vide. Donc on va calculer Px de A union B, donc ce qui sera, on espère, la probabilité de l'union de ces deux ensembles disjoints, ces deux événements incompatibles. On applique la définition puisque l'objectif c'est de transférer sur P. Donc ça c'est la probabilité que x appartient à A union B. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près ce que c'est que cet ensemble-là. Cet ensemble x appartient à A union B. C'est l'ensemble des éléments de l'espace d'état oméga, tel que x de oméga appartient à A, ou x de oméga appartient à B. Donc soit x de oméga est dans A, soit de x de oméga est dans B. Ça veut dire que soit on est dans l'ensemble des oméga tel que x de oméga appartient à A, soit, donc union, on est dans l'ensemble des oméga appartenant à l'espace d'état tel que x de oméga appartient à B. Et ça, cet ensemble, si je reprends les notations probabilistes, c'est x appartient à A, union, x appartient à B. En plus, il est facile de voir que cette union, elle est disjointe, puisque si vous prenez un élément qui est ici et ici, si vous prenez un oméga appartenant à x inter appartenant à x appartient à A inter x appartient à B, ça, cela signifie quoi? Cela signifie que x de oméga appartient à A et que x de oméga appartient à B. Donc x de oméga appartient à A inter B, ce qui est directement contradictoire avec le fait que l'intersection entre A et B est vide. Donc on obtient une propriété absurde. Donc en supposant qu'il existe un élément dans cette intersection, on arrive à une propriété absurde. Donc le fait qu'il existe un élément dans cette intersection est absurde. Donc vous récupérez que l'intersection entre x appartient à A et x appartient à B est égale à l'ensemble vide. Moralité, l'union entre ces deux événements est bien disjointe. C'est des événements incompatibles. Et par conséquent, si je reprends le calcul qui est ici, la probabilité que x appartient à A union B, c'est bien Px appartient à A plus, puisque l'union est disjointe, et P une probabilité Px appartient à B. On retrouve donc, en remontant aux notations, Px de A, Px de B. Donc on vient bien de démontrer que la probabilité de deux événements incompatibles, c'est la somme des probabilités des événements associés, ce qui permet de dire que Px est bien une probabilité
le transfert est parfait. Donc là, on a fait vraiment quelque chose d'intéressant puisqu'on a une application qui permet de passer du modèle ensembliste abstrait au modèle numérique concret et on a construit une probabilité sur mesure pour mesurer les événements qui dépendent de la variable aléatoire x. Et donc cette nouvelle probabilité, son nom ne dépendra donc que de x puisqu'elle est conçue sur mesure pour x. Cette probabilité s'appelle la loi de x. Donc Px s'appelle la loi de x. Px s'appelle la loi de x. Donc voilà un point important. Et la démonstration qui en résulte est intéressante puisqu'elle transfère justement toujours tout sur le fait que P est une probabilité. Et on voit vraiment bien le transfert quelque part entre le modèle ensembliste et le modèle numérique. Enchaînons avec une série de remarques très importantes. Donc je vais me donner une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga P. Donc oméga c'est l'espace d'état de notre expérience aléatoire et P c'est une probabilité sur oméga. Et je considère une variable aléatoire x, donc définie sur oméga. Alors la question que je me pose, maintenant qu'on a défini ce que j'appelle Px, la loi de la variable aléatoire x, donc qui est définie sur les parties de x oméga à valeur dans 0,1 et qui a un événement sous-ensemble du support associe Px de A qui par définition vaut la probabilité que x appartienne à A. On va regarder quels sont les éléments essentiels pour pouvoir calculer avec cette probabilité, d'une part, et d'autre part, voir quels sont les éléments essentiels à sa connaissance totale. Donc là, ça va nous permettre en plus de revoir quelques théorèmes qu'on avait vus dans la première partie du cours. Alors, déjà, quelles sont les règles de calcul avec cette probabilité? Les règles de calcul, elles sont les suivantes. Px de A, c'est par définition, donc on l'a dit, la probabilité que x appartienne à l'ensemble A. Or, on sait que la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des issues élémentaires qui vérifient ces événements. Donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la somme des probabilités que x prenne la valeur x, où je vais décrire ici évidemment tous les éléments de A. Donc là, vous imaginez que votre ensemble A contient un certain nombre de valeurs. Eh bien, pour pouvoir calculer cette probabilité, il suffit que je connaisse les valeurs qui correspondent à l'ensemble A, qui va être un sous-ensemble, évidemment, de x de oméga, donc un sous-ensemble d'un ensemble fini. Deuxième chose qui me semble très importante, c'est que la première chose à faire, c'est qu'il y a un changement d'espace d'état. Cette variable aléatoire x envoie l'espace d'état de notre expérience abstraite sur le nouvel espace d'état de cette probabilité. Donc il y a quelque chose qu'il faudra absolument faire, et c'est primordial, c'est déterminer le support de cette variable aléatoire, puisqu'elle est le nouvel espace d'état de la probabilité Px. Donc il faudra décrire le support, et ça sera le premier point qu'il nous faudra explorer. D'ailleurs, si A est un sous-ensemble de cet espace d'état, ici on va donc additionner les P de x est égal à xi pour les indices i pour lesquels vous êtes élément de l'ensemble A. Troisième point, maintenant qu'on connaît l'univers de cette probabilité, on sait qu'une probabilité, elle est justement entièrement déterminée par les issues élémentaires. Or ici, les issues élémentaires, c'est quoi? Eh bien, les issues élémentaires, ou les probabilités des issues élémentaires, c'est les Px de xi, c'est ces issues-là. Px de xi, par définition, c'est la probabilité que x appartienne au singleton xi. Or, comme c'est un singleton, c'est la probabilité que x soit égal à xi. Donc là, on retrouve le mode de calcul habituel donc, de la probabilité de notre événement, somme des probabilités des événements élémentaires. Et là, on retrouve que les probabilités des événements élémentaires,
c'est les probabilités de ces événements particuliers. Donc ici, I est un indice compris entre 1 et n, et donc la famille des P de xi qui sont ici, de P de x est égal à xi, c'est la famille des probabilités des événements élémentaires. Famille des probabilités des événements élémentaires. Probabilité des événements élémentaires. Donc évidemment, ces probabilités vont avoir une importance colossale, puisque c'est grâce à elles qu'on peut reconstituer la probabilité de n'importe quel événement. Donc voilà des éléments très très importants quand on étudie la loi de X. Connaître la manière de calculer les probabilités, connaître le nouvel univers de notre probabilité, qui est le support de la variable aléatoire, et savoir que la probabilité des événements élémentaires, c'est la probabilité de x est égal à xi pour tout i, compris entre 1 et n. Mais c'est pas tout. Oh, je vais changer de feuille. Donc je disais, c'est pas tout, puisque mon application x, elle est définie sur oméga, elle est à valeur, on a dit, dans x de oméga. Et x de oméga, c'est l'ensemble x1, etc., xn. Ce qui veut donc dire que la variable aléatoire x, elle ne prend que ces valeurs-là. Mais du coup, si je considère l'ensemble oméga, je vais pouvoir le découper à l'aide de ces fameux événements élémentaires. Pourquoi ? Parce que tout élément de l'espace d'état oméga va prendre une image qui est l'indice x ici. Donc que représentent finalement les événements x est égal à xi lorsque i appartient à l'intervalle d'entier 1n? Qu'est-ce que représentent ces événements particuliers? Alors attention, ici c'est des événements qui sont dans oméga, hein, puisque je reprécise une dernière fois, après je ne le ferai plus, que x est égal à xi, c'est l'ensemble des issues de oméga, tel que x de oméga est égal à xi. Donc les ensembles qui sont ici, ce sont des sous-ensembles de oméga, hein, ce sont des sous-ensembles de oméga. Eh bien, si oméga, je le représente par cette patate-là, qu'est-ce qu'on est en train de considérer ici? On est en train de considérer une partition de oméga. Ah, j'ai pris un stylo d'une couleur très voisine. Donc ça, c'est par exemple x est égal à x1, ça c'est par exemple x est égal à x3, x est égal à x2, voilà, etc. jusqu'à x est égal à xn. Donc ce que vous définissez ici, c'est évidemment une partition de oméga, puisque tout élément de oméga, il aura une image par x, donc qui va être égal à l'un de ces éléments-là. Donc tout élément de l'espace d'état va être retrouvé dans un de ces ensembles, et de plus, ces ensembles sont 2 à 2 incompatibles, puisque si x de oméga est égal à xi, il n'est pas égal à xj avec i différent de j. Donc cette famille d'événements définit un système complet d'événements. Un système complet d'événements de oméga, de l'ancien modèle. C'est un système complet d'événements de oméga. Donc on voit l'importance de ces événements particuliers, et donc la conséquence, la remarque finale, on va dire, hein, l'idée générale qu'il faut en garder, c'est que Px, donc la loi de x, est entièrement déterminée, je dis bien entièrement déterminée, donc la loi de x est entièrement déterminée par, si je regarde les éléments qui sont déterminants pour le calcul d'une probabilité, il faut connaître son espace d'état et la probabilité des événements élémentaires. Donc la loi de Px est entièrement déterminée par la connaissance de son support, qui est le nouvel espace d'état de Px, et d'autre part, la connaissance de tous les événements élémentaires, c'est-à-dire évidemment la donnée de xi, auquel j'associe la probabilité Px de l'élément xi,
Ça, c'est pour tout i compris entre 1 et n. C'est-à-dire, si je réécris ce terme-là avec la définition, les xi associés à la probabilité que x est égal à xi pour i variant entre 1 et n. La connaissance de ces deux points-là détermine de manière unique notre probabilité, puisqu'on connaît son espace d'état et la probabilité des événements élémentaires. Et ça, c'est fondé par le fait que dans ce cas-là, on n'a plus la main sur le calcul de la probabilité. C'est ce point-là que je vais encadrer. Dans ce cas-là, la probabilité Px de A, ou si vous préférez la probabilité que x appartient à A, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent cet événement, c'est-à-dire la somme des Px est égale à x, où x appartient à A. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez défini une probabilité, où vous connaissez votre probabilité sur les événements élémentaires, vous la connaissez sur tous les événements grâce à la relation qu'on avait démontrée dans le cours général sur les probabilités et qu'on applique dans ce cas particulier à la probabilité Px. Donc on voit bien que le point, l'élément essentiel pour connaître entièrement la loi d'une variable aléatoire, ce sont les deux points qui sont ici et qui sont absolument fondamentaux. Ce qui veut donc dire que quand on vous demande d'étudier une variable aléatoire ou de déterminer une variable aléatoire, ce que l'on attend, c'est exactement les deux points qui sont ici. D'une part, la connaissance du nouvel espace d'état, c'est-à-dire le support de notre variable aléatoire, première chose. Et deuxième chose, la probabilité de ces événements élémentaires. Probabilité de ces événements élémentaires. Ça, c'est vraiment un point essentiel du cours, hein, des événements élémentaires. Et pour ceux qui pensent qu'aux exercices en disant oui, alors qu'est-ce qui est important pour les exercices? Bah, ça, c'est important. Hein, c'est important puisque quand on vous donne une variable aléatoire, la première question qu'on va vous poser, c'est quelle est la loi de x? Donc, pour ça, il faudra déterminer le support et la probabilité des événements élémentaires de votre variable aléatoire. Et grâce à ça, elle est entièrement déterminée. Et la règle de calcul, c'est alors le cours qu'on a fait avant qui nous permet de dire voilà la manière de calculer la probabilité de nos événements. On a coutume d'ailleurs de récupérer toutes ces informations et les mettre dans un tableau, le support de notre variable aléatoire, les probabilités des événements élémentaires. Donc pour une clarté maximale, le mieux, quand on vous demande la loi de votre variable aléatoire, vous regardez le support, vous calculez la probabilité des événements élémentaires, et vous récupérez le tout, vous repérez le tout dans un tableau qui vous permet d'avoir tout ce qui est nécessaire pour calculer avec cette nouvelle probabilité.